Ça, sans compter toute l'émotion qui est vécue dans des tournois pour des grands sportifs. Le facteur humidité, chaleur, la déshydratation qui sont aussi des facteurs pouvant déclencher de l'arythmie. Or, mon jeune homme, il se sent super bien, il est en forme. Et on lui dit comme ça qu'il faudrait qu'il arrête de jouer au baseball. Donc, un impact majeur à mon sens. Ses amis font partie de l'équipe de sport et toutes ses émotions sont canalisées là-dedans. Quand il est heureux, il fait du sport. Quand il est triste, il fait du sport. Il n'y a pas de petit ami, puis tout est centré là-dessus. Et il y a quelqu'un que j'estime beaucoup dans mon équipe qui m'a dit « Nathalie, c'est super beau ce que vous avez fait, c'est très louable, mais en voulant lui sauver la vie, vous l'avez tué un peu. » Et ça m'a bouleversée. C'est peut-être ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis ici pour vous en parler. Parce que j'ai dû prendre un recul, puis est-ce que je me suis trompée? Est-ce qu'on s'est trompé comme équipe? Puis avec le recul, je pense pas. Je pense que c'est un jeune de 19 ans qui est en crise actuellement, qui doit réinventer sa vie, mais qui, de toute façon, avec toute cette histoire-là, n'aurait probablement jamais pu jouer au baseball professionnel. Et je pense j'espère en tout cas, qu'il aura la chance de vivre heureux avec les soins et traitements qu'on pourra lui apporter. Mon discours aurait été probablement différent si ce jeune-là, on avait dépisté pour une maladie pour laquelle il n'y avait pas de traitement. Là, il y a un traitement disponible, entre autres, pensons à un défibrillateur. Le frère, un survivant, il n'a actuellement pas la maladie, mais il est à risque de l'avoir. Et lui, est-ce qu'il doit diminuer ses sports? On lui dit d'être plus prudent parce qu'on ne sait jamais, mais est-ce que son tour va arriver pour vivre la même chose que son frère? Imaginez à la maison, le soir, comment ça se passe. On a une mère super inquiète qui sait ce que c'est, la mort subite, et qui voit son fils qui va aller jouer au baseball parce qu'il n'est pas trop convaincu de nos recommandations. La tension familiale qui est là est excessivement importante. Les deux plus jeunes ressentent cette anxiété-là et ils savent qu'ils auront aussi à passer un dépistage. Ils avaient l'âge au moment où leur mère a fait une tempête arythmique de se souvenir de ce qui s'était passé à ce moment-là. Ils sont craintifs. Donc, l'appel au centre pédiatrique qui va recevoir ces enfants-là a été fait pour parler à l'infirmière, etc., mais qui m'a expliqué que souvent, les dépistages en pédiatrie se font dans des situations de crise parce que les enfants qui sont vus là viennent souvent de perdre un parent et les services de psychothérapie sont beaucoup axés autour de ces jeunes-là aussi. Donc, tout dépendra de comment ça va se passer pour le suivi. La mère vit beaucoup de culpabilité, beaucoup de surprotection parentale. Et le père, je ne vous en ai pas parlé, mais le père, je vous ai écrit qu'il y a une croyance contraignante. Je ne suis pas certaine qu'elle est contraignante à ce point, mais pour lui, faire de l'exercice, c'est bon pour la santé. Donc, madame empêche le fils d'en faire, mais lui, ne la soutient pas beaucoup. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a des tensions dans le couple parce qu'elle ne se sent pas appuyée. Et je vous dis, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup d'impact, mais si on ne questionne pas, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe auprès de la famille. Donc, des fois, une question, deux questions, puis la marmite saute, puis on apprend plein de choses. Et on voit qu'au-delà de faire un dépistage puis de penser qu'on fait bien, des fois aussi, on ouvre une boîte de Pandore puis on découvre plein de difficultés que vit la famille. Cette famille-là a un défi. Oui, le dépistage génétique, c'est important, mais là, apprendre cette information-là, en discuter, y donner un moment, mais ça ne doit pas prendre toute la place dans la famille. Et notre défi comme soignant, notre responsabilité de soignant, c'est peut-être de les accompagner là-dedans. Je vous ai présenté cette famille-là. Chaque famille le vivrait peut-être différemment, parce que chaque lunette est différente et chaque expérience est unique. J'ai lu beaucoup là-dessus depuis cet événement-là, pour essayer de devenir un peu plus savante, en connaître un peu plus. En cardiologie, les dépistages génétiques, peut-être qu'on n'en réfère pas assez de nos patients, mais certaines formes de cardiomyopathie dilatée, de cardiomyopathie hypertrophique, de dysplasie du ventricule droit, les QT longs, Brugada et syndrome de Marfan sont toutes des maladies auxquelles il faut penser à un dépistage génétique. Ce que les écrits nous disent sont beaucoup en lien avec les conseillers en génétique qui sont excessivement importants. Mais ces écrits-là ne nous disent pas comment les équipes cliniques qui référeront ces patients-là, qui devront les reprendre par la suite, devront les accompagner. Au niveau de la cardiomyopathie hypertrophique, qui est une des peut-être plus importantes maladies génétiques, qui est 1 cas pour 500, 3/4 des parents d'enfants qui avaient cette maladie-là savaient que c'était une maladie héréditaire, mais seulement le tiers de ceux-là savaient qu'un dépistage génétique était disponible. Et c'est quand même une étude qui est récente. Donc, comme clinicien aussi, peut-être qu'on a
à se questionner et à référer peut-être plus nos patients, y penser plus. Les familles, quand on les questionne en regard de ça, nous disent qu'elles manquent d'informations. Elles ne se sentent pas préparées pour ce rendez-vous-là. On n'est pas surpris parce qu'on connaît peu de choses comme cliniciens aussi. Néanmoins, 75% des familles se disent d'accord pour subir un dépistage génétique, mais beaucoup dans l'espoir que le résultat sera négatif. Or, le rôle du conseiller génétique qui est essentiel, c'est de préparer les familles à ce que peut-être que ça pourrait être positif et comment vous allez réagir à ce moment-là. Ils voient le positif parce qu'ils espèrent qu'il y aura une découverte d'un traitement lorsque la maladie va survenir, parce que ça permet d'aviser les autres membres de la famille, mieux se préparer pour le futur et de changer des habitudes de vie, comme éviter certains sports. Il y a eu d'autres études faites auprès d'adolescents qui ont été diagnostiqués positifs. Et ce qu'ils trouvent le plus difficile, c'est d'être témoins de la détresse de leurs parents. Et je vous dis que les deux ont accepté qu'on rencontre leurs parents, possiblement parce qu'ils savaient qu'ils seraient questionnés de long et en large s'ils refusaient. Mais je vous avoue que quand j'ai parlé au plus vieux, il dit « Je ne sais pas, c'est une bonne affaire que ma mère le sache finalement. » Parce qu'il savait ce qui l'attendrait à la maison. Il y a beaucoup de colère qui est vécue, l'estime de soi en prend un coup, et toute l'appartenance au groupe de pères est aussi altérée et ça les inquiète beaucoup. Ils sont inquiets pour leurs frères et leurs sœurs qu'ils développent la même maladie. Et comment les rejoindre? Hein? Vous savez, ces deux-là ont refusé un suivi avec la psychologue. Nous, on va faire des suivis usuels avec eux, plus fréquents avec le plus vieux qui a refusé le défibrillateur. Mais ils nous suggèrent de les rejoindre par des forums Internet, par des groupes d'associations avec des discussions en ligne, etc. Sauf qu'au Québec, on n'a pas ça encore en place. Les infirmières qui travaillent avec ces patients-là ou qui ont eu à côtoyer ces patients-là, puisque ce n'est pas si fréquent, nous disent qu'elles n'ont pas de formation en regard des maladies génétiques, ne sont même pas souvent au courant qu'un dépistage génétique existe et qu'elles doivent parfois donner un soutien à ces familles-là, mais qu'elles ne se sentent pas outillées pour le faire. Petite question en regard des assurances. Ce qu'on fait actuellement dans la pratique, c'est de dire aux patients, familles, de contacter une police d'assurance vie avant que toute cette démarche-là soit entreprise, parce que une fois que la police d'assurance est en vigueur, les clauses du contrat ne peuvent pas être changées. Néanmoins, à la base, un contrat d'assurance, c'est discriminatoire. Le but des assureurs étant d'assurer le plus de monde à faible risque et de décourager les personnes qui présentent un risque élevé, souvent en demandant une surprime ou, à la limite, en ne les assurant pas. Déjà, le fait d'être un homme fait en sorte qu'on paye une prime d'assurance plus chère. S'il y a une mort subite dans la famille, c'est sûr que cette question-là va être adressée par les assureurs. Au niveau du est-ce qu'ils ont accès au dépistage génétique? Dans un contexte clinique, il semblerait que oui, si c'est inscrit au dossier médical. C'est un autre contexte quand c'est un contexte de recherche. Mais s'il y a un dépistage génétique qui apparaît au dossier, il pourrait être consulté au même titre que les autres informations qui figurent au dossier médical. Avec tout ce qu'on entend parler, avec le génome humain, avec tous les tests de dépistage qui s'en viennent, il y a des groupes de travail au niveau des assureurs qui se penchent là-dessus parce qu'inévitablement, on fera des associations entre certains gènes et certaines maladies. Donc, il y aura sûrement des discussions et des prises de position à prendre par les bureaux d'assureurs et les sociétés médicales. Les questions éthiques que j'ai eues durant cette préparation-là, ça a été qu'est-ce qu'on fait lorsque le patient ne veut pas que sa famille soit au courant du dépistage génétique? Et ici, je me posais la question particulièrement parce qu'il y avait 3 demi-frères d'impliqués avec lesquels la patiente n'avait pas de lien. Est-ce que, comme clinicien, lorsqu'on sait que peut-être un de ces personnes-là peut avoir la maladie et avoir une mort subite en jeune âge, on a cette responsabilité d'informer les membres de la famille? Au niveau légal, il semblerait que non, mais au niveau moral, je pense qu'on peut se questionner. Et peut-être voir avec la patiente les raisons qui font en sorte qu'elle ne veut pas divulguer cette information-là et travailler avec elle pour voir s'il n'y aurait pas d'autres façons d'informer sa famille. Mais au niveau légal, effectivement, il n'y avait pas d'obligation puisque dans nos institutions hospitalières, on a un droit, un devoir de confidentialité. Et c'est ce qui prime le plus. Que faire lorsqu'un membre de la famille sait qu'il y a un dépistage génétique disponible, qu'il a un emploi à risque, mais qu'il refuse?
d'avoir ce dépistage-là. Par exemple, imaginons qu'un demi-frère soit chauffeur d'autobus, qui sache que sa demi-sœur a cette maladie-là et qui ne veut pas être testé. Il n'y a rien qui oblige cette personne-là à avoir un diagnostic ou un dépistage. Quelles sont mes réflexions? Je pense que de plus en plus, on sera appelé à faire appel au centre de dépistage et que je crois beaucoup à l'interdisciplinarité, mais dans ce cas-ci, il a été vraiment utile, frappant pour moi de travailler avec le cardiologue, la psychologue, à la limite l'éthicienne, pour m'aider à voir clair là-dedans. L'importance de créer des liens avec les centres d'expertise. Je pense que les résultats de dépistage génétique, oui, ça peut aider à sauver la vie. Ça peut aussi entraîner aussi des conflits dans la famille qu'on se doit d'adresser. Je pense qu'il faut que les professionnels soient mieux formés en ce qui a trait au dépistage génétique et aux implications. Je pense qu'on a besoin d'outils cliniques à remettre à nos patients familles pour les préparer à ces visites-là. Que les transmissions des résultats des tests génétiques ne soient pas faites seulement aux cardiologues, mais aux équipes qui s'occupent de ce patient-là. Et que quand, en plus, il y a des enfants d'impliquer là-dedans, qu'ils puissent avoir des réunions, que ce soit par visioconférence ou autre, pour qu'on puisse travailler en collaboration dans un même but. Et pourquoi pas, vu qu'il n'y en a pas tant que ça, parfois, pour créer des liens, accompagner nos familles dans les centres de dépistage. Ce que j'ai trouvé sur Internet, pour ceux qui seraient intéressés, la semaine du 1er octobre est la semaine de la mort subite. Et il y a 2 fondations qui existent. La fondation SADS, qui est une fondation canadienne, pas très présente au Québec, probablement en raison de la langue, et qui a été fondée par un couple de parents qui a perdu ses 2 enfants de mort subite. Et c'est un site qui est vraiment bien fait, avec des témoignages d'enfants, de parents, et aussi des prises de position, des journaux et des conférences par des experts. Et le mot de la fin, c'est qu'il y a autant de vérités qu'il y a d'observateurs. Je vous ai présenté la mienne. Vous pouvez vous faire la vôtre et sûrement la famille a vécu la sienne. Je vous remercie.